Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire sur l'autisme au féminin. Je suis Jacqueline Illic, chargée de communication au GNCRA, et je suis ravie de vous accueillir pour parler de cette thématique. L'objectif aujourd'hui est de vous proposer une première approche sur ce thème, avec pour axe la question identitaire chez la femme adulte autiste sans déficience intellectuelle. Pour vous parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Adeline Lacroix, tout d'abord, doctorante en psychologie et neurosciences au LPNC, et une partie de l'équipe aussi du C3R de Grenoble, avec Stéphanie Lagasse, père aidante, le docteur Sylvain Lénier, médecin psychiatre, et Claire-Cécile Perrier et Rose Roure, toutes deux neuropsychologues. Je ne vais pas tarder à leur laisser la parole. Je voudrais juste préciser que ce webinaire va durer environ 1h30. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Nous ferons en sorte d'y répondre en direct à la fin de la présentation des intervenants. Et le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques semaines sur le site du GNCRA. Je vous souhaite un très bon webinaire à toutes et tous. Vous pouvez y aller, Adeline. Du coup, c'est moi qui vais commencer. On vous remercie tout d'abord pour votre présence, c'est ça. On va baisser les masques le temps des présentations et ensuite on remettra les masques, ce sera plus simple pour nous, enfin moins de problèmes de gestion. On remercie l'Université Grenoble-Alpes de nous accueillir en son sein pour la présentation. On remercie évidemment le GNCRA et tout particulièrement Madame Illic qui nous a invités et nous permis de préparer cette présentation. Et puis, à titre personnel, moi, je remercie vraiment Stéphanie Lagasse et Adeline Lacroix qui ont travaillé ardemment pour cette présentation, pour le socle de cette présentation, qui répond vraiment pour nous à notre expérience clinique. Mais en tant que clinicien, on sera plus discret, en tout cas au cours de la présentation. Pour présenter notre structure, donc moi, je suis médecin psychiatre, je travaille au C3R, qui est le centre de réhabilitation de Grenoble. Le C3R accueille également les deux centres experts, le centre expert schizophrénie et le centre expert TSA-SDI pour troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, je l'ai dit, et également le dispositif d'accompagnement post-diagnostic TSA. Nous accueillons donc dans notre structure des personnes qui ont un trouble psychique comme une schizophrénie, un trouble bipolaire, et également les personnes qui ont un TSA-SDI adulte, ce qui fait un peu une particularité de notre structure. Je vais laisser la parole à mes deux collègues neuropsychologues, tout d'abord pour se présenter, et ensuite à Adeline et Stéphanie. Bonjour à tous. Moi, je suis Claire-Cécile Perrier, comme précédemment dit. Donc, je suis psychologue, neuropsychologue. Je travaille au C3R et au Centre expert des troubles du spectre de l'autisme, ici même. Bonjour, moi je suis Rose Roure, donc je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ma collègue puisqu'on a à peu près les mêmes missions, donc essentiellement la prise en charge au sein du C3R et l'évaluation diagnostique au sein du centre expert TSA-SDI. Bonjour, moi je suis Adeline Lacroix, je suis doctorante en psychologie et neurosciences à l'Université Grenoble-Alpes. Donc je travaille sur la perception visuelle dans l'autisme, mais j'ai aussi pas mal travaillé sur le sujet des femmes autistes et donc je suis aussi une personne autiste. Je voulais juste demander, il y a des personnes qui entendent moyennement, est-ce que vous vous entendez pas du tout ou je sais pas, voilà, s'il faut qu'on rapproche nos micros à chaque fois qu'on parle. Ok, c'est bon pour la plupart. Ok, super. Je vous remercie et je laisse la parole du coup à Stéphanie. Bonjour à tous. Donc je suis Stéphanie Lagasse. Je suis père aidante également au C3R. Où j'exerce depuis 4 ans et demi environ. Donc mes fonctions, c'est d'accompagner des personnes TSA, SDI sans déficience intellectuelle adultes, avec un point de vue un peu plus expérientiel, c'est qui fait aussi un complément avec peut-être un point de vue un peu plus théorique des autres professionnels de ce centre. Voilà. Donc, en quelques mots, je vais peut-être vous dire les raisons qui nous ont amenés à aborder ce sujet aujourd'hui, donc le sujet de l'identité. Finalement, en y réfléchissant, on s'est rendu compte que l'identité, elle est un peu présente tout le temps, en transversale finalement,
que ce soit côté professionnel ou que ce soit au côté des personnes avec TSA. Donc, côté professionnel, il se trouve que une de nos missions, c'est d'accompagner les personnes avec TSA à mieux se connaître, à mieux connaître leur fonctionnement pour mieux vivre avec leur TSA. Et dans ce cheminement, on est amené à finalement leur poser la question de savoir quel TSA je suis, quelles sont les manifestations du TSA chez moi. Donc, et là, on voit vraiment que dans cette perspective, la question identitaire est vraiment hyper centrale. Côté usager, cette fois-ci, et puis chemin faisant avec eux au fur et à mesure de leur parcours, on se rend compte que dans les questions qu'ils peuvent me poser, là aussi, la question identitaire est extrêmement présente. Alors, évidemment, l'identité, c'est très, très large comme sujet, mais je peux vous donner quelques exemples. Ce qui revient souvent, c'est finalement comment la personne se perçoit et est perçue. Donc, souvent, il y a un gap entre les deux et on peut travailler dessus. Souvent aussi, la personne, après le diagnostic, peut se définir uniquement par son TSA. Et du coup, nous, on peut être amené aussi à travailler sur cela en disant qu'effectivement, la personne, le TSA ne la définit pas totalement. Il y a également d'autres traits de caractère, par exemple, qui définissent aussi la personne. Enfin, le TSA n'est pas tout. Et enfin, il y a aussi des questions beaucoup plus existentielles qui peuvent être posées. Donc, quel sens je donne à ma vie, par exemple, en particulier quand les parcours sont un peu chaotiques. Donc là aussi, on voit que l'identité est encore abordée. Et pour finir, ce qui nous a fait... on va dire basculer sur le domaine du TSA au féminin, c'est qu'effectivement, actuellement, on se pose beaucoup de questions sur les manifestations TSA chez les femmes. On parle d'un profil féminin du TSA. Personnellement, en tant que personne concernée du coup, par le TSA, c'est quelque chose qui me faisait assez peur au départ, puisque je me dis qu'on rencontre une superbe neurodiversité et que peut-être le fait de faire un profil, ça pourrait être excluant d'une certaine façon. Mais de notre côté, côté professionnel, j'observe régulièrement dans mon quotidien des personnes qui ne se reconnaissent pas, des femmes qui ne se reconnaissent pas dans le profil tel qu'il est présenté aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment tout un champ, je pense, à aborder. Et on s'est dit que finalement, aborder l'identité des femmes TSA, c'était finalement quelque chose qui faisait le trait d'union avec tout ce que je vais vous dire à l'instant. Voilà. Donc, évidemment, il y a des limites à cet exercice. On ne pourra pas être exhaustif. Je ne pense pas que ce soit possible du reste. L'échantillonnage est quand même réduit puisque nous, on va parler des observations qu'on fait sur les publics que nous rencontrons, c'est-à-dire des femmes TSA adultes et sans déficience intellectuelle. Donc, ça réduit aussi beaucoup les choses. Et puis aussi, je voulais m'adresser en particulier aux personnes TSA qui pourraient nous regarder, les femmes, qu'effectivement, si elles ne se reconnaissent pas dans tous les diapos, en fait, c'est pas grave en soi et ça ne remet pas du tout en doute le diagnostic. On a juste simplement mis les grandes lignes qu'on peut observer, mais en aucun cas, on doit se sentir exclu. Notre position ici, autant tout ce qu'on est, on est tous dans une vision très inclusive. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, on va peut-être commencer par un des points qu'on relève le plus dans nos observations, c'est le malaise identitaire. Donc, on va aborder cette question de deux façons différentes. Le malaise identitaire qui est en lien avec l'annonce du diagnostic et un malaise identitaire finalement qui n'est pas en lien avec cette annonce. Donc, pour celui qui est en lien avec l'annonce du diagnostic, on constate un sentiment d'imposture vis-à-vis de soi. Donc, les personnes, ces femmes, en fait, ne se sentent pas légitimes par rapport au diagnostic en lui-même, parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans l'image qu'elles se faisaient elles-mêmes de leur TSA. Souvent, elles me disent « je n'ai pas les super pouvoirs ». Donc là, je vais émailler mon discours de citation. Hein. Donc là, c'est les mots tels qu'ils me sont dits. Je n'ai pas les super pouvoirs, mais par contre, j'ai que les effets négatifs. Donc finalement, c'est vraiment pas un TSA. Donc il y a une idée aussi, des fois un peu erronée du TSA. Et puis aussi, elles ne se sentent pas légitimes à avoir accès ou à prétendre à des dispositifs comme par exemple la reconnaissance travailleur handicapé, l'allocation adulte handicapé ou la pension d'invalidité. Donc c'est vrai que ce sont des dispositifs qui peuvent faire assez peur, hein, les mots sont assez stigmatisants. Et au-delà de ça, elles ne se sentent pas légitimes, elles expliquent que c'est aussi prendre la place de personnes qui seraient plus gravement touchées, entre guillemets, qu'elles. Donc on retrouve ce manque de légitimité qui revient à chaque fois. Ensuite, il y a un sentiment d'imposture vis-à-vis des autres. La même chose se produit au niveau de l'entourage. Des fois, effectivement, le proche concerné par le TSA, les proches ne le reconnaissent pas parce que ça ne correspond pas non plus à l'image qu'ils se font du TSA. Ça arrive très fréquemment. Mais par contre, je voulais faire un zoom rapide sur le fait que
c'est aussi présent dans le domaine médical. Beaucoup de femmes nous rapportent que ce soit au niveau de leur spécialiste ou de leur médecin traitant, du coup, leurs diagnostics sont souvent remis en cause. Du coup, on voit qu'effectivement, le TSA est encore mal connu et les spécificités du TSA au féminin encore plus. Après, juste pour compléter sur ce point, ce qu'on retrouve pas mal aussi, c'est un sentiment d'imposture vis-à-vis de l'équipe de soins ou de l'équipe diagnostique. C'est-à-dire que nous, on a souvent des personnes qui, suite au diagnostic, vont nous dire en fait, je suis pas sûre que je vous ai pas convaincu, je suis pas sûre de ne pas avoir exagéré mes difficultés. Si ça se trouve, tout le monde a les mêmes difficultés que moi. C'est juste que j'ai vraiment trop exagéré et je vous ai convaincu en quelque sorte, vous êtes trompé de diagnostic, ce qui est en plus majoré par ce que disait Stéphanie. Si l'entourage et même les professionnels soignants qui suivent la personne par ailleurs remettent en cause ce diagnostic, en disant non, tu ne corresponds pas à l'image qu'on a de l'autisme, ça va encore exacerber cette idée de peut-être qu'on a juste tout inventé, tout fait exprès et on a berné en quelque sorte les professionnels qui ont posé le diagnostic. Donc au final, ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique par rapport à cette annonce de diagnostic, c'est qu'il va générer des sentiments différents. Donc, quand même, dans la majorité des cas, il va générer un soulagement, dans 72% des cas, selon une étude, parce qu'il apporte quand même un certain nombre de réponses, on reviendra là-dessus, mais il peut aussi générer des sentiments négatifs, comme un choc, de la colère, mais aussi de la confusion, parce que finalement, les personnes, elles peinent à savoir vraiment qui elles sont, elles doutent beaucoup d'elles, etc., comme cela vient d'être énoncé. Ensuite, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, on a aussi un sentiment de non-identité, mais cette fois-ci qui n'est pas en lien avec l'annonce du diagnostic. Toutes les femmes qu'on entend, mais en fait, ce n'est pas que les femmes d'ailleurs, c'est femmes et hommes, mais c'est peut-être encore plus flagrant chez les femmes, rapportent toutes des questionnements existentiels depuis l'enfance, voire la très petite enfance. Avec donc deux caractéristiques. Ces questionnements sont extrêmement fréquents. Beaucoup disent être envahis par ces questionnements, débordés. Deuxième caractéristique, ils sont extrêmement anxiogènes. Ils peuvent être accompagnés parfois de crises de panique, avec un sentiment de vide et également un sentiment de perte de sens. Et certaines expliquent même qu'à l'âge adulte, ça puisse se traduire par des symptômes dépressifs. Alors évidemment, devant une telle représentativité de ce problème, on est un petit peu amené à faire des hypothèses. Donc, l'une d'entre elles, c'était finalement peut-être le sentiment de décalage qui intervient très tôt dans la vie de la personne, puisse peut-être être à l'origine de ces questionnements et même les favoriser. Et puis la deuxième chose, et on reviendra un peu dessus, c'est que finalement pour les personnes TSA, le besoin de cohérence et que les choses fassent sens est très très important. Et que peut-être ces questionnements sont plus exacerbés chez ces femmes parce que ça bute justement sur ce besoin de cohérence. En tout cas, il y a sûrement d'autres hypothèses, mais c'est celle qu'on a pu jusqu'à présent proposer. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'il y a également une construction identitaire en réponse aux demandes et aux besoins de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ces femmes nous expliquent que finalement, elles ont la conviction, c'est même plus que la sensation, la conviction qu'elles sont en vie uniquement pour répondre aux besoins sociétaux, aux besoins de leur famille, etc. Et que finalement, elles n'ont pas de lieu d'être par elles-mêmes. En fait, elles n'ont pas de raison d'être par elles-mêmes. Et effectivement, à force d'analyser un petit peu tous ces retours, finalement, ce qu'on peut constater, c'est que pour une personne qui est neurotypique, donc non TSA, depuis l'enfance, par exemple, la personne va être sollicitée par la société. Et du coup, cette sollicitation va faire écho. Parce que peut-être il y a des valeurs communes, il y a aussi un sentiment de groupe, d'unité, qui fait que finalement, la personne va répondre du mieux qu'elle peut à la sollicitation. Mais comme cette sollicitation faisait écho, elle va s'en servir pour se construire pour elle-même. Chez la personne TSA, ce qu'on remarque, c'est que ces sollicitations ne font absolument pas écho. La vie n'a pas de sens, les valeurs, elles ne s'y retrouvent absolument pas. Donc, elles vont passer toute leur énergie à pouvoir essayer de répondre au mieux. Mais par contre, comme ça ne fait pas écho, du coup, elles ne vont pas se construire
pour elles-mêmes, en fait. Et quand bien même ça ferait écho, elles ont passé toute leur énergie à répondre à la sollicitation. Donc ici, on voit bien à quel point aussi ce sentiment de décalage aussi peut être exacerbé avec, on voit un fonctionnement qui n'est pas du tout le même. Et donc, effectivement, pour revenir sur ce que disait Stéphanie, le sentiment de différence, donc, enfin, on retrouve dans la littérature scientifique ce sentiment de différence qui est présent depuis l'enfance, et par contre, donc, et ces questionnements identitaires, et puis les difficultés en fait qui vont avec, donc les personnes qui ont du mal à construire de relations aux autres. Et qui subissent des situations de harcèlement, qui peuvent avoir des difficultés à trouver un travail, à avoir une vie de couple, etc. Mais finalement, ce sentiment de différence et ces questionnements identitaires vont plutôt être diminués après l'annonce du diagnostic, donc il va avoir un impact positif. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est que si on étudie tout ça chez des plus jeunes, donc chez des personnes autistes qui ont reçu un diagnostic dans l'enfance et à l'adolescence, et finalement, la construction identitaire, cette fois, se base déjà, enfin, aura intégré déjà le fait que la personne soit autiste, et du coup, il y a plus d'acceptation et moins de difficultés à se construire finalement à ce niveau-là. Ok. Du coup, nous avons un deuxième point. Alors, évidemment, le dernier point qu'on voulait aborder, donc dans le sentiment de non-identité, effectivement, c'était l'impact sur l'estime de soi. Donc, ces femmes sont soumises à la pression sociale. Donc, avant d'être TSA, il s'agit bien de femmes. Donc, actuellement, on sait que la pression sociale est très forte sur les femmes en particulier. Donc, le sentiment de non-conformité aux attentes sociales, forcément, va avoir un impact négatif sur l'estime de soi. Dans l'estime de soi, on entend aussi la confiance en soi et l'affirmation de soi, et ce qui va aggraver en quelque sorte un sentiment de non-identité qui lui-même, en fait, aussi va nourrir cette espèce de sentiment de non-conformité aux attentes sociales. On voit ici qu'on est dans un cercle vicieux, et notamment pour affirmer sa personnalité, il faut avoir un sentiment d'identité. Sans sentiment d'identité, l'affirmation de soi est impossible. Donc, on voit à quel point les choses peuvent se nourrir les unes les autres. Et une de nos autres objectifs au C3R, c'est de pouvoir, en fait, essayer à un moment donné de pouvoir briser cette dynamique pour faire en sorte que l'empowerment soit possible. Du coup, ensuite, on voulait aborder avec vous l'importance accrue accordée aux valeurs. Alors, le mot valeur, je vais laisser la parole à une de mes collègues pour qu'elle puisse vous expliquer ce qu'on entend par valeur. Donc, du coup, globalement, ce qu'on va entendre par le mot valeur, c'est vraiment un peu du coup ce qu'on pourrait regrouper par les motivations qui nous vont guider en fait un peu nos actions au cours de notre vie. Et globalement, en fait, ça pourrait être de répondre à la question pourquoi agissons-nous comme nous agissons? Et après, ça met en jeu des comportements, des perceptions, au quotidien, qui fait qu'on va plutôt se guider vers ce qui nous motive. Et ça, à travers différents contextes, à travers différentes situations. Et bien sûr, si on vient un petit peu transgresser ces valeurs-là, c'est ce qui va pouvoir nous provoquer du coup, des réactions émotionnelles plutôt désagréables. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il existe une vision de la vie et du monde qui est vraiment très spécifique. Ceci est valable autant pour les hommes que pour les femmes, mais il semblerait qu'émotionnellement, ce soit plus engagé chez les femmes. Avant de rentrer dans le détail, juste 2 anecdotes qui me sont rapportées. Régulièrement, du coup, des femmes me disent qu'elles ont l'occasion finalement de parler en groupe, des fois de la vision qu'elles ont de la vie, etc., etc. Et souvent, ce qui ressort, c'est de la mortification de leur part, un sentiment vraiment d'être en décalage et un rejet de leur perception. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, effectivement, elles sont accusées d'être sous l'emprise toxique quand elles parlent de ça, parce que c'est vrai qu'elles ont un langage qui peut être qualifié d'illuminé, parce que forcément, des fois, il va avoir des mots un peu plus métaphysiques, pas très concrets. Je trouve que pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important, ce sujet, et qu'on investit beaucoup, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.
Donc, c'est extrêmement mortifiant pour les personnes d'entendre ce genre de choses. Ou alors, quand on en parle avec notamment le sexe opposé, ça peut être aussi pris comme une tentative de séduction, parce que souvent, ce sont des sujets qui sont défendus avec beaucoup de passion. Et là aussi, on voit toute la difficulté des interactions sociales, des habilités sociales et aussi du décalage qui peut être induit par cette vision très particulière de la vie et du monde. Donc, cette vision est basée principalement sur des idéaux. Donc, les personnes non TSA, évidemment, ont elles aussi des idéaux, c'est clair, c'est pas notre précaré. La seule différence que je vois, c'est qu'effectivement, ces idéaux sont portés avec une très grande intensité, que ce soit dans la vision de ces idéaux, dans le ressenti et aussi dans l'incarnation au quotidien de ces idéaux. C'est là où la différence va se faire. J'ai un exemple à vous apporter, une usagère que j'ai accompagnée il n'y a pas beaucoup de temps, qui avait perdu énormément de poids. Et elle me disait, mais finalement, je vais faire mes courses, je n'achète ni viande ni poisson puisque je suis contre la maltraitance animale. Je vais au rayon des légumes, je ne veux pas de pesticides, donc j'achète bio, mais en même temps, je suis contre l'élitisme qui fait que finalement, voilà, les produits bio vont être plus chers, donc c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Et j'arrive à la caisse et mon caddie est vide. Et je suis affamée. Et là, en fait, on se rend compte qu'effectivement, même un besoin primaire de base comme se nourrir, en fait, à quel point il peut déjà être mis en danger par rapport à cette vision, à quel point il est porté très haut et à quel point ça va avoir des retentissements dans la vie de la personne. Pour vous donner une idée plus concrète de quoi on parle, quand je dis les idéaux, ça fait 4 ans et demi que je compile les témoignages des usagères et finalement, ce qui revient le plus, c'est le vrai, le juste et le beau. Et ça, c'est aussi le triptyque des valeurs platoniciennes. Voilà, coïncidence, mais c'est vraiment exactement les choses qui reviennent régulièrement. Ensuite, du coup, c'est une vision aussi très intellectuelle et qui n'est pas, voire peu incarnée. On voit que le corps est peu investi de manière générale. Et là aussi, ça fait beaucoup penser au dualisme platonicien. Le monde est divisé par une ligne invisible, le monde intelligible, le monde des idées, le monde idéal, le monde éternel et le monde sensible, le monde des émotions, et là aussi où se situe le corps. Donc, c'est un monde qui est éphémère, qui est imparfait. Donc, on est exactement là-dedans, et la personne TSA est toujours poussée vers le monde intelligible. Et il y a également aussi une vision qui est souvent guidée par la logique pure et moins par l'affect, le contexte. Là aussi, très rapidement, exemple, c'est 2 amis qui discutent ensemble et une des amies, la personne en soi, elle a un coup de blues, c'est pas facile pour elle, et puis elle dit à la personne avec TSA, mais tu comprends, ma vie c'est une série d'échecs, je ne crois plus en rien, j'ai plus goût à faire quoi que ce soit, etc. Et puis la personne peut pouvoir dire, finalement, arrête de vivre. Arrête. La logique peut pousser à dire, finalement, s'il n'y a plus de sens, et puis finalement, arrête tout. Et là, on voit en fait à quel point la logique pure, en fait, la logique pour la personne TSA, c'est la vérité. Donc, du coup, la laisser polluer par le contexte peut parfois dire à la personne, finalement, ça va un petit peu à l'encontre de ma logique. Ma logique, c'est la vérité. Sauf que là, on voit à quel point cette vérité, elle est désincarnée. C'est-à-dire que là, la prise en compte du contexte n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que la personne, elle avait un coup de blues, en l'occurrence. Et aussi la prise en compte des émotions que ça va déclencher chez son ami n'a pas été prise en compte non plus. Donc, on voit à quel point cette vision, elle est aussi désincarnée et elle arrive à des solutions parfois qui peuvent être extrêmes et même inhumaines, d'une certaine façon. Et tout ça provoqué par ce décalage de vision de la vie. Voilà. Ensuite, du coup, juste avant, donc on a à l'origine cette vision de la vie peut être à l'origine d'une sensation de décalage, donc avec un impact négatif sur l'estime de soi, nous l'avons dit, et des questionnements identitaires. Donc évidemment, plus la sensation de décalage est présente, plus il va y avoir une augmentation de la sensation de vide existentielle. Et évidemment, si ce dernier est trop présent, ça peut donner lieu à une recrudescence des comorbidités anxieuses et dépressives. Enfin, du coup, le sentiment d'insécurité peut entraîner une mise en place de stratégies, en particulier la stratégie de contrôle, voire d'hyper-contrôle. Donc ça, c'est extrêmement présent chez les femmes. Ça, c'est une grande différence qu'on voit chez les hommes. Cette stratégie est moins employée chez les hommes, de manière générale. Et il faut savoir que cette stratégie est développée parce qu'il y a un sentiment d'insécurité. C'est une réponse à l'insécurité. Dans un monde que la personne ne comprend pas, elle va essayer de développer une bulle de sécurité en essayant d'anticiper au maximum des scénarios, par exemple, et en ayant le contrôle dessus. Être en sentiment d'insécurité, c'est être passif. La volonté de mettre en place une stratégie d'hypercompensation, c'est la volonté de devenir actif.
et donc du coup de reprendre la main. C'est évidemment quelque chose qui va avoir des effets néfastes aussi sur les relations sociales, donc le travail, mais aussi les relations de couple, par exemple, où dans le couple, par exemple, le partenaire peut avoir la sensation que son épouse veut prendre l'ascendant dans le couple et entraîner un bras de fer conjugal qui peut vite devenir un enfer puisque l'insécurité va augmenter et que, évidemment, les stratégies d'hypercompensation vont augmenter également. L'hypercontrôle, enfin, peut être aussi exercé par la personne elle-même envers sa personne. On reviendra plus tard là-dessus. Alors, le respect des valeurs répond à un besoin de cohérence. Du coup, avant de développer cette idée, je vais là aussi redonner la parole à mes collègues pour vous parler justement de ces fameux besoins de base. Merci Stéphanie. Alors, cette notion de besoin est assez compliquée parce qu'en fait, on utilise tous ce mot, tout le monde le comprend et finalement, quand on essaie de chercher avec Claire Cécile une définition juste simple et concrète du mot besoin, en fait, on n'en trouvait pas. Ou en tout cas, on ne trouvait pas de satisfaisante parce que c'est un concept qui n'est jamais défini directement et qui est surtout utilisé pour définir d'autres choses. Donc, c'est un petit peu difficile. Nous, on part juste du principe que voilà, les besoins, c'est ce qui est important pour chacun, pour être bien, pour avoir une vie épanouissante, pour accéder au bien-être. Il y a plein de théories sur les besoins en psychologie. La plus connue souvent, c'est la pyramide de Maslow, où en fait les besoins sont placés dans une hiérarchie et tant qu'on n'a pas satisfait les besoins en bas de la pyramide, on ne peut pas remonter la pyramide par exemple, jusqu'à d'autres besoins. Nous, on part plutôt du principe, en tout cas dans le service, c'est comme ça qu'on l'aborde, du fait que les besoins, effectivement, qu'on pourrait appeler de base, sont des besoins qui sont communs à tous. C'est vraiment universel, mais en fait, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'ils sont tous au même niveau. Et en fait, il y a des différences inter-individuelles. C'est-à-dire que même si on a tous ces besoins-là, pour une personne, il y en a un qui va être beaucoup plus important que pour une autre. Et puis, au cours de la vie, ça peut aussi changer. C'est-à-dire qu'à un moment de notre vie, il y a quelque chose qui peut prendre le dessus. Et puis, à d'autres moments de la vie, ça va être d'autres besoins qui vont vraiment être mis en avant. Mais voilà, mais ils sont vraiment communs à tout le monde. Donc, on a fait ce petit schéma avec les 6 besoins de base. Donc, vous verrez le besoin de sécurité, vraiment matériel, physique, voilà. Le besoin de stimulation, à nouveau, que ce soit physique, intellectuel. Un besoin d'affection et de lien, donc d'être en relation avec les autres, d'échanger, amitié, amour, appartenance. De reconnaissance et estime, donc se sentir qu'on a ta valeur, merci, qu'on est reconnu par les autres. Un sentiment d'autonomie où on peut prendre nos décisions, choisir par nous-mêmes. Et un besoin de sens et cohérence, donc, dont Stéphanie a parlé tout à l'heure et qui est particulièrement important souvent pour des personnes avec un diagnostic de TSA. Et puis juste, dernière chose, et je repasse la parole, c'est l'idée que en fait, 2 besoins peuvent être souvent en lien. C'est-à-dire que s'il y a un besoin qui n'est pas satisfait, déjà, souvent, on va avoir une émotion désagréable qui va venir apparaître. Et en fait, ça va aussi pouvoir mettre en lumière un autre besoin qui finalement est contraint ou pas satisfait. Donc, chez les personnes avec TSA, ce qu'on remarque, c'est que les besoins les plus importants sont celui de la sécurité, de la stimulation. Pour les personnes avec TSA, ce sera principalement la stimulation intellectuelle. Et enfin, le sens et la cohérence. De ces 3, le sens et la cohérence est finalement celui qui est le plus important. Et il va avoir un effet domino. C'est-à-dire que si le besoin de sens, de faire sens, de cohérence n'est pas rempli, il va fortement impacter la sécurité. Donc, avec tout à l'heure, comme on en a parlé, on va se retrouver en insécurité et peut-être on va faire appel à des stratégies d'hypercompensation. C'est une des façons, un des impacts, ce n'est pas le seul. La stimulation aussi ne sera pas forcément possible, déjà parce que les prédispositions ne seront pas respectées, c'est-à-dire qu'on ne sera pas en sécurité, donc ce sera compliqué d'être stimulé dans ce cadre. Et puis, sans sens et cohérence, il n'y a pas vraiment de cadre à une stimulation. En tout cas, ce que cela montre, c'est qu'effectivement, pour être cohérent, je dois respecter mes valeurs. C'est un peu le but de cette diapo, c'est qu'effectivement,
dans le cas de non-respect de ces besoins de base, donc du sens de la cohérence, les valeurs vont être impactées. Et à ce moment-là, il peut surgir une perte de sens et qui peut avoir des conséquences sur l'humeur et la motivation. Et là aussi, toucher les comorbidités anxieuses et dépressives, entre autres. Ensuite, si on voulait aborder avec vous donc l'hypersensibilité qu'on opposera à l'hypersensorialité, là on parlera bien des émotions. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une hypersensibilité. Ces femmes nous parlent beaucoup d'hypersensibilité, c'est-à-dire ressentir de façon intense les émotions qui sont émises par les autres. Elles ont cette grande capacité, et certaines même parlent d'éponge émotionnelle. Elles nous expliquent que des fois, elles peuvent se sentir complètement envahies par ces émotions et avoir beaucoup de mal à les gérer, et certaines même devoir éviter des situations où on voit être en état de surcharge, ce qui peut être évidemment, on peut les accuser d'avoir un manque d'empathie à cette occasion-là d'ailleurs. Et justement, puisqu'on parle d'empathie, elles ont de grandes capacités d'empathie, et c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses sur le fait que les TSA ne ressentiraient pas les émotions. C'est particulièrement faux pour beaucoup de femmes. Voilà, c'était pour vous dire. Du coup, je vais rebondir là-dessus, effectivement, donc sur cette notion d'empathie qui conduit, donc, comme le disait Stéphanie, à de fausses représentations. Donc, pour mieux comprendre ça, je vais reprendre un petit peu la définition de… Alors, il y a eu plusieurs définitions de l'empathie, mais là, je vais reprendre une décomposition qui avait été réalisée par Sue Fletcher, Watson et Bird dans un article récent, qui décomposait l'empathie en 4 grandes composantes. Donc, pour avoir de l'empathie, il faut d'abord pouvoir remarquer les émotions chez les autres, ensuite identifier et comprendre ses émotions, ensuite ressentir un petit peu ces émotions, ce qui est la contagion émotionnelle ou l'empathie affective, et ensuite répondre à ces émotions, ce qu'on va appeler l'empathie un petit peu prosociale. Donc, comme cette empathie, elle est décomposée en plusieurs composantes, on va voir que chez les personnes autistes, peut-être qu'il y a des choses qui vont être difficiles pour elles, mais en tout cas, ce que la recherche a pu mettre en avant, c'est que l'empathie affective, donc le fait de ressentir les émotions des autres, ça, c'est préservé chez les personnes autistes. Et on a pu le montrer notamment par des études impliquant la neuroimagerie, qui montrait que chez les personnes autistes, les zones associées au partage de la douleur lorsqu'ils voyaient une scène où des personnes se faisaient mal étaient activées de la même manière que chez les contrôles. Et il y a même certaines études qui mettent en avant une activation plus importante, donc qui rejoint ce que disait Stéphanie sur le ressenti intense des émotions des autres. On retrouve ça. Et par contre, donc, si on se concentre maintenant spécifiquement sur les femmes autistes et sur la reconnaissance juste des émotions, donc il se pourrait que les femmes autistes, pour différentes raisons, aient une meilleure reconnaissance des émotions que les hommes autistes, mais on retrouve un petit peu des résultats contradictoires à ce niveau-là. Néanmoins, ça pourrait être le reflet de ce qu'on retrouve dans la population générale, si on compare les femmes dans la population générale par rapport aux hommes. Et ça pourrait peut-être être expliqué par des différences au niveau de certaines aires du cerveau social, donc et de certaines aires impliquées dans des traitements émotionnels, notamment l'amygdale et l'insula, qui sont des structures, l'amygdale qui est une structure cérébrale profonde. Par contre, on retrouve effectivement souvent des difficultés à exprimer à comprendre les situations et à exprimer des fois une forme de réconfort. Et juste pour terminer, en fait, je voulais indiquer que cette capacité à ressentir la douleur et les émotions des autres, elle peut se retrouver un peu dans tout le spectre. Et c'est vrai qu'enfin, j'avais des témoignages aussi de parents de petites filles autistes avec beaucoup de difficultés, mais qui
qui pouvait se retrouver en pleurs lorsqu'un camarade de classe était malade parce qu'elle avait, enfin voilà, elle avait peur vraiment qu'il y ait quelque chose, enfin sans l'exprimer comme ça, mais pour elle c'était très fort le fait qu'il soit malade et que voilà, que c'était quelque chose de négatif et elle ressentait très bien tout ça, même si dans d'autres situations on pouvait avoir l'impression que les émotions étaient vraiment très atypiques. Et c'est une jeune fille qui a eu un diagnostic donc très très tôt, qui avait des traits très marqués, très classiques. Ensuite, on voulait aborder avec vous les difficultés de gestion émotionnelle. Oui, alors on retrouve en effet chez les personnes autistes donc des difficultés de régulation émotionnelle. Donc ça a été mis en avant par certaines études et notamment ces difficultés pourraient être plus importantes chez les filles qui auraient une réactivité émotionnelle plus forte, donc qui pourraient avoir des sauts d'humeur ou des réactions émotionnelles assez intenses et elles peuvent être difficiles à calmer quand elles sont bouleversées, etc. Donc, on constate peut-être cet état émotionnel général plus fragile chez les filles qui peut peut-être parfois conduire à certaines interprétations erronées, soit que la jeune fille elle est capricieuse ou soit qu'il y a un trouble spécifique. Du coup, alors nous, par rapport aux témoignages qui nous sont donnés, la question que je me pose par rapport à ça, c'est que finalement, quand on parle de difficultés de gestion émotionnelle, souvent, peut-être, on sous-entend aussi le fait que peut-être ces femmes auraient des capacités moindres à gérer les émotions. C'est une hypothèse, en tout cas, ça pourrait être lu comme ça. Et quand je rencontre ces femmes, ce n'est pas du tout l'information que je peux relever, en fait. Ce qui est relevé, c'est plutôt que ces femmes ont des retours, ont énormément d'informations qui vont les submerger. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, beaucoup d'entre elles sont hypersensibles, donc avec cette forte émotivité. Et également, de manière générale, pour beaucoup de TSA, les stimulations, les interactions sociales peuvent donner lieu à des débordements, en fait, parce qu'on a trop d'émotions, trop d'informations, des émotions, mais des informations aussi. Et en l'occurrence, là, en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que finalement, il y a trop d'informations, ce sont des informations très détaillées, très denses, et l'émotion est aussi extrêmement importante, et que, bien sûr, ça fait énormément, du coup, au bout du bout, ça fait énormément de choses à gérer, et qu'au bout du bout, ça fait embouteillage, en quelque sorte. Et que ce n'est peut-être pas forcément des capacités moindres, mais par contre, de manière certaine, il y a beaucoup plus de choses à traiter. Voilà. Après, les choses sont ce qu'elles sont, mais c'est toujours pareil, c'est assez subjectif puisque l'échantillonnage est réduit, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Certaines donc, parlent de débordement émotionnel et il peut avoir évidemment des conséquences dans la vie quotidienne. Donc, on l'a dit tout à l'heure, de l'évitement, de l'isolement, de l'anxiété, de l'épuisement et bien sûr des faux pas sociaux. Cette question, elle est assez centrale pour nous. En tant que clinicien, on parlera de dysrégulation émotionnelle. Non seulement elle aura un impact sur la survenue de comorbidités psychiatriques, de troubles psychiatriques associés comme les troubles anxieux, la dépression, l'usage d'addiction, mais également sur la reconnaissance, la manière dont on peut modéliser, concevoir cette dysrégulation émotionnelle. Ça peut amener une confusion en termes diagnostiques, c'est-à-dire à voir cette dysrégulation émotionnelle, cette difficulté de gestion émotionnelle comme appartenant à un trouble, au trouble de personnalité borderline. Et techniquement, il est parfois difficile de distinguer quand on n'est pas suffisamment sensibilisé à cette caractéristique chez les femmes autistes. Difficulté à distinguer, soit à se dire c'est plutôt un trouble borderline, les personnes viennent avec cette présentation, ce diagnostic clinique, soit se poser la question si ce n'est pas un trouble associé finalement au TSA, ou simplement à reconnaître que ça fait partie des caractéristiques de difficulté de gestion émotionnelle qui entraînent cette dysrégulation émotionnelle. Ensuite, nous voulions aborder avec vous donc, les stratégies de compensation. Ces femmes ont bien sûr des capacités d'adaptation, alors parfois qui peuvent être très créatives. Alors pourquoi j'ai mis ce mot créatif? Puisqu'elles vont parfois s'appuyer sur des capacités, des grandes capacités d'observation, des grandes capacités aussi d'investigation et de curiosité. Donc quand je dis créatif, c'est parce que je pense à un exemple en particulier. Donc une personne me disant voilà, je dois faire des boutiques pour m'habiller, et en fait
fait, cette personne me dit que, bien sûr, comme beaucoup de TSA, elle craint le monde, du bruit, et qu'elle a remarqué qu'à l'ouverture, les magasins étaient moins fréquentés, mais qu'un magasin en particulier, la gérante était toujours en retard le matin. Et comme elle était en retard, du coup, elle était tellement accaparée à ouvrir la boutique que finalement, elle rentrait, il n'y avait quasiment personne. Des fois, elle était même toute seule. Elle avait la chance de pouvoir faire son choix sans que la vendeuse vienne l'importuner. Et comme la vendeuse était aussi très en retard, elle n'allumait pas la musique. Voilà. Donc, c'est parce qu'il y a eu ces capacités d'observation que finalement, cette personne a pu les mettre à profit pour pouvoir trouver des stratégies pour arriver à ses objectifs, l'objectif de pouvoir faire ses courses finalement au bout du bout. Mais souvent, on remarque quand même que ces stratégies sont peu diversifiées. Ces femmes nous expliquent souvent que quand une stratégie marche, elles vont les employer quels que soient les contextes. Et malheureusement, dans certains contextes, ces stratégies ne sont parfois pas très, très adaptées. Donc, en ce qui nous concerne, on peut être amené à travailler avec des personnes sur ce qu'on appelle la boîte à outils, c'est-à-dire leur donner le maximum d'outils pour faire en sorte qu'elles utilisent les outils les plus pertinents en fonction de leurs besoins. Mais de manière générale, ces stratégies marchent souvent, elles sont employées de façon répétitive et elles peuvent permettre un camouflage quasi total. Alors, je vais revenir sur cette notion de camouflage, donc, qui a aussi été pas mal étudiée en recherche ces quelques dernières années. Donc, notamment, il y a l'équipe autour de Laura Hull et de Lai qui ont pas mal essayé de conceptualiser cette notion de camouflage et de décrire en fait les mécanismes de camouflage. Donc, dans ce qu'ils ont pu trouver, c'est qu'il y avait plusieurs stratégies. Donc, dans le camouflage, il peut y avoir ce qu'on appelle la compensation, qui vise donc à compenser l'autisme en contexte social. Donc, par exemple, ça va être essayer d'utiliser des scripts pour les scènes sociales pour pouvoir avoir des repères et pouvoir suivre et participer à une discussion ou agir de manière correcte. En tout cas socialement acceptable. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le masquage qui vise à masquer certaines caractéristiques visibles de l'autisme en contexte social. Donc, par exemple, essayer de cacher certaines stéréotypies. Donc, il faut avoir conscience de celles-ci pour pouvoir les masquer. Et enfin, il y a l'assimilation, donc essayer donc de ressembler, d'imiter le comportement des autres pour pouvoir s'intégrer. Si on regarde le but, en fait, les objectifs de ce camouflage, c'est vraiment d'essayer donc de correspondre mieux à la norme qui est attendue, d'avoir des relations et surtout donc d'éviter le rejet. En fait, souvent les personnes autistes, même si elles ont souvent plus de volonté à vouloir être peut-être plus seule, etc. Mais c'est pas toujours, déjà, c'est pas toujours le cas et des fois, c'est pas toujours choisi. Et même si on souhaite être seul, c'est jamais agréable que ce soit ni pour une personne autiste ni pour une personne non autiste d'être rejeté par les autres. Donc, c'est un petit peu ça l'effet qui est vraiment recherché dans le camouflage. Mais on va voir, donc ce camouflage, il existe dans les deux sexes, mais il est plus présent chez les femmes. Et on va voir que malgré tout, ça peut aussi avoir des conséquences négatives. Avant d'aborder la suite, je vais aussi mentionner que cette notion de camouflage, même si elle a été donc bien étudiée par plusieurs auteurs, elle reste controversée et remise en question par d'autres auteurs parce qu'elle n'est pas très bien opérationnalisée. En fait, on conceptualise ce camouflage entre la différence des traits qui sont observés et du ressenti de la personne. Mais comme le ressenti, c'est quelque chose de très subjectif, souvent c'est un petit peu difficile de bien être sûr que la personne, ce qu'elle décrit, c'est exactement ça qu'elle ressent, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, il y a des recherches qui se font en neuroimagerie, mais ça ne veut pas tout dire non plus. Donc je pense qu'il y a pas mal de recherches qui vont être encore faites au cours des prochaines années sur cette notion-là, qui permettra probablement d'avancer. Du coup, on ne pouvait pas passer à côté du recours à la stratégie d'hypercompensation. Je crois que tout le monde connaît un petit peu cette image du caméléon, avec un grand mimétisme. C'est une stratégie donc, qui est très employée chez les femmes en particulier, plus chez les hommes en tout cas, c'est ce qu'on peut observer dans notre service.
Et ce qu'on observe en particulier, c'est que les femmes ont recours à cette stratégie beaucoup plus que l'évitement. L'évitement, c'est un autre type de stratégie et il semblerait que les hommes, par exemple, aient plus accès à l'évitement que les femmes. Et ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois, les stratégies d'évitement chez les femmes à l'âge adulte, c'est vécu comme un échec. Ces femmes ont appris très tôt à hypercompenser et bien souvent, très très vite, la stratégie d'hypercompensation devient la stratégie par défaut. On ne parle même plus de choix, ça devient presque automatique. Et c'est encore plus vrai par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, hein, lorsque la conviction d'être uniquement en vie pour répondre aux attentes sociales est présente. Donc, ce recours à la stratégie d'hypercompensation, il est majoré par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que beaucoup de femmes pensent que toutes les femmes, beaucoup de femmes TSA, j'entends, pensent que toutes les femmes fonctionnent de la même façon pendant longtemps. C'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes adultes, hein, du coup, qui, par exemple, avaient fait une dépression sévère et à ce stade-là, du coup, elles décortiquent un petit peu leur fonctionnement. Et là, elles s'aperçoivent qu'effectivement, elles ont recours à ce genre de stratégie. Et c'est souvent à ce moment-là qu'elles apprennent que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Donc, effectivement, quand pendant des années, vous pensez que tous les autres, vous faites comme les autres et que pour les autres, tout le monde ne fait pas la même chose, vous ne vous posez pas de questions, vous y allez. Autre chose qui peut majorer, c'est aussi le fait que on a cette sensation que c'est la seule option possible, comme je disais tout à l'heure, et que si ça ne se fait pas, il peut avoir... en fait, ce que je veux dire, c'est que plus on va avoir recours à cette stratégie, plus on va avoir à un moment donné des problématiques identitaires. C'est-à-dire qu'il peut avoir des conflits de valeurs. Au bout d'un moment, la personne vraiment ne va plus savoir qui elle est réellement. Et elle va commencer à avoir des problématiques identitaires, il va avoir un vide existentiel qui va refaire surface, etc. etc. Mais comme je dis tout à l'heure, la pression sociale étant importante, malgré tout, malgré les risques, souvent, le recours à cette stratégie va se faire jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne casse réellement. Enfin, je finirai sur le fait que beaucoup de femmes nous rapportent une addiction. C'est-à-dire qu'il y a cette sensation qu'à chaque fois que cette personne, parce que souvent, ces personnes sont à bout de force, et qu'à chaque fois qu'elles sont à bout de force, elles emploient quand même cette stratégie, elles arrivent à chaque fois à repousser encore plus loin leurs limites. Et ça peut créer une addiction, c'est-à-dire que finalement, je pense que je suis au bout de ma vie, mais en fait, je peux aller encore plus loin. Je ne sais pas si scientifiquement on pourrait le prouver, mais il y a peut-être des choses qui sont chimiquement, ça peut peut-être expliquer. Est-ce qu'il y a une hormone de la récompense, entre guillemets, qui se met en place? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces femmes parlent carrément d'addiction à ça. Et puis, quand vous avez aussi des valeurs perfectionnistes et que vous voulez bien faire les choses, si vous hypercompensez et que la réponse qu'on vous donne, elle est positive en disant « c'est super ce que tu as fait », cette personne, malgré sa fatigue, malgré tout ça, elle va continuer à recourir à sa stratégie parce qu'elle a ses valeurs perfectionnistes et qu'elle veut bien faire les choses. Donc, évidemment, les conséquences, c'est épuisement, on les a un peu dites, hein, l'anxiété, le stress, etc. Du coup, pour finir là-dessus, je disais juste qu'au C3R, finalement, quand on se retrouve, en tout cas en entretien de père aidant, c'est 90% des demandes, c'est la gestion des ressources par rapport à un épuisement majeur. Première étape, ce serait plutôt d'identifier le recours à sa stratégie qui est souvent pas du tout conscient, plus conscient, et de voir un petit peu les effets que ça peut avoir sur sa santé. Deuxième étape, travailler sur tout ce qui va être les limites. Quelles sont mes limites et quels sont les scénarios qui vont poser problème dans une optique de prévention. Et dernier point, pouvoir travailler sur les ressources et aussi sur l'affirmation de soi qui vont permettre de pouvoir faire respecter ses limites. Donc, vous l'aurez compris, ça pose la question de l'identification des comorbidités psychiatriques qu'on peut concevoir comme une conséquence finalement de ces stratégies d'hypercompensation. L'impact aussi de ces stratégies d'hypercompensation, c'est l'épuisement. Et c'est parfois suite à une période d'épuisement que les personnes en viennent à avoir recours à un accompagnement psychologique ou psychiatrique et que se pose parfois la question justement du diagnostic à ce moment-là précis du parcours des personnes, c'est-à-dire dans des situations où les gens sont vraiment à force d'hypercompensation épuisés. Nous voulions terminer sur un point qui nous semblait aussi important et qu'on aborde relativement peu, c'est la relation au corps. Ce qu'on voit le plus souvent, mais on l'a déjà un petit peu dit, c'est la prédominance de l'intellect sur le corps, avec pas du tout de prise en compte de ses besoins physiques. C'est particulièrement vrai lorsque la personne utilise des stratégies d'hypercompensation, puisque malgré les signaux d'alerte que le corps va pouvoir lui envoyer,
ou bien ils vont être ignorés, ou bien on a encore une autre cas de figure où il y a une difficulté parfois à percevoir simplement ce que le corps peut renvoyer. Certaines m'expliquent ne pas réussir à rattacher une sensation à un besoin, par exemple. Ensuite, on a un désintérêt partiel ou total de son image, de celle qu'elle renvoie aux autres. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus répandu. On peut avoir quelques très rares cas d'hypercompensation qui passera par le maquillage ou par le vestimentaire, mais dans tous les cas, ça ne sera jamais fait pour la personne, pour elle, en première intention. Donc, on retrouve ça dans la recherche, surtout sur des études chez des jeunes femmes à l'adolescence. En fait, donc, ces études mettent en avant à la fois le ressenti des jeunes filles, mais aussi les observations des parents qui disent que, effectivement, souvent, les jeunes filles autistes n'ont pas forcément très bien conscience de leur corps, donc par exemple au niveau de leur odeur corporelle, et elles ne vont pas se dire que voilà, il va falloir qu'elles se lavent régulièrement, etc. Et ça peut avoir des conséquences, notamment en termes de rejet social. Souvent, il y a aussi peu d'intérêt pour la mode, pour le maquillage, alors que souvent, c'est des intérêts qui sont développés par des adolescentes non autistes. Donc, ça peut favoriser la création d'un fossé entre ces jeunes filles autistes et les jeunes filles non autistes qui n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est peut-être aussi, alors je ne sais pas si mes collègues cliniciens pourront confirmer, mais c'est peut-être aussi pour ça que chez les jeunes filles autistes qui sont souvent diagnostiquées plus tard que les garçons autistes, ça va souvent être pendant l'adolescence parce que peut-être qu'il y a un fossé qui se creuse en lien avec ces choses-là. Et néanmoins, voilà, du fait de certaines rigidités, elles vont aussi avoir des difficultés avec les changements corporels qui sont liés à l'adolescence. Donc, par exemple, le développement de la poitrine, l'arrivée des règles, qui peuvent être aussi assez mal vécues dans certains cas. Et dans d'autres cas, ça a aussi été montré que dans d'autres cas, à l'inverse, finalement, elles s'en fichaient un petit peu de tout ça. Donc, c'est souvent un petit peu dans les deux extrêmes. Et bon, comme le disait Stéphanie, je pense qu'à l'âge adulte, des fois, il y a des personnes qui vont quand même s'intéresser plus à leur apparence, mais justement dans le cadre d'une certaine compensation. On note aussi des spécificités dans le ressenti du corps. Donc, pour les personnes TSA, en général, hommes ou femmes, peut avoir une hypo ou une hypersensorialité. En tout cas, par rapport aux femmes qu'on rencontre, on note une nette prévalence de l'hypersensorialité. Et donc, alors cette hypersensorialité, l'hyperréactivité sensorielle des personnes autistes, là aussi, a été mise en avant, alors de manière générale, notamment par des études qui ont impliqué la neuroimagerie, parce qu'on constate que certaines aires qui sont liées au traitement des stimuli sensoriels, lorsqu'on présente un stimulus aversif, donc qui est désagréable, les personnes non autistes vont avoir une activation de ces aires qui va ensuite baisser progressivement du fait d'une habituation. Et chez les personnes autistes, on ne constate pas cette réduction de l'activation, donc il n'y a pas l'habituation. Donc ça peut expliquer cette hypersensorialité et le fait qu'un stimulus qui pour certains va être peut-être désagréable au départ et puis bon, finalement ça ira, pour les personnes autistes, ça va être désagréable au départ et ça va rester désagréable. Et donc, lorsqu'on s'intéresse là aux différences entre filles et garçons autistes, on constate aussi que l'hyperréactivité sensorielle va corréler avec une connectivité accrue entre des zones différentes du cerveau selon que la personne donc, soit garçon ou fille. Et notamment chez les filles, l'hyperréactivité sensorielle va être corrélée avec des zones qui sont impliquées dans le traitement de la douleur. Donc, on pourrait penser que peut-être que du coup, chez les femmes autistes, l'hypersensorialité va être associée
à quelque chose à une sensation douloureuse, ce qu'on n'a pas forcément toujours chez les garçons autistes, mais là encore, hein, c'est des généralités. C'est ce qui a été trouvé dans certaines études. Et aussi, il y a des corrélations qui ont été trouvées aussi avec des zones impliquées dans la régulation émotionnelle. Donc là, on peut aussi se demander si finalement, malgré tout, les filles autistes, elles ne vont pas être dans un grand contrôle de ce ressenti sensoriel, même s'il est associé à des choses qui peuvent être douloureuses. Ça, ce sont des hypothèses. Hein. Il y a des corrélations qui ont été montrées, il y a des hypothèses qui sont faites à partir de ça. Ce n'est pas un fait, mais c'est des hypothèses qui méritent encore beaucoup d'autres études pour être testées. Les études montrent également une prévalence augmentée des comorbidités somatiques. On a cité quelques-unes, par exemple des douleurs articulaires, des troubles gastro-intestinaux plutôt fonctionnels, une endométriose. On sait que ces maladies sont mal diagnostiquées, sont surreprésentées chez les personnes qui ont un TSA. Et vous voyez que la question de la sensorialité, notamment de l'hypersensorialité, va entraîner une difficulté supplémentaire pour repérer, pour diagnostiquer justement ces troubles chez les femmes qui ont un TSA. Ensuite, on constate également une difficulté à interpréter les signaux qui sont envoyés par son propre corps, ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, et ce qui rend difficile en fait une certaine prévention, la prévention par exemple à l'épuisement, puisque souvent, quand ces signaux sont perçus, ils peuvent être perçus avec un laps de temps qui s'est écoulé. En fait, c'est très difficile d'avoir une perception des fois pour ces femmes en direct, et donc il est compliqué de pouvoir réagir, comme je le disais, en temps réel. Ensuite, on constate un hypercontrôle du corps. Donc ça, il peut avoir, principalement dans ce qui nous est rapporté, ces deux pistes. Ça peut être dans une optique un peu de compétition, on va dire, de performance, c'est-à-dire que voilà, avoir un corps qui marche très bien, voilà, pour des personnes qui font du sport, par exemple, à haut niveau, ou qui simplement ont beaucoup s'en demandent beaucoup, tout simplement. Et après, on peut avoir aussi un hypercontrôle qui est en réactivité avec un sentiment d'insécurité qui peut être provoqué par un changement corporel. Donc, il y a beaucoup de femmes qui nous rapportent, par exemple, que prendre du poids, c'est extrêmement anxiogène parce que le corps va changer. Pour les TSA, le changement, c'est juste toujours difficile, surtout quand il touche notre identité, de certaine façon, notre enveloppe corporelle. C'est étonnant puisque ce n'est pas forcément cité dans le cas on maigrit, en fait, c'est toujours quand on grossit que c'est pointé. Et en fait aussi, en dernier lieu, on a un ressenti négatif également de son apparence, ce qui va aussi aller dans le même sens que tout à l'heure, une faible estime de soi. On voulait terminer sur la question du genre. Alors, du coup, faire une différence rapide entre le genre et le sexe. Alors, le sexe, c'est une caractéristique biologique qui est donnée à la naissance de la personne, alors que le genre, c'est une construction sociale qui va intervenir un peu plus tard dans le parcours de la personne. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que la féminité est peu investie et qu'effectivement, cela va se faire ressentir dans la vie, dans la relation de séduction, même dans l'identité de la personne. Il y a pas peu d'importance qui est accordée au genre d'autrui, la personnalité prime. C'est vrai que peut-être quand on ne connaît pas quelqu'un, je ne sais pas, je ne suis pas neurotypique, mais peut-être que chez les neurotypiques, un des premiers critères d'un inconscient, ça va être de dire homme ou femme. Chez nous, ce qui va primer, ça va plutôt être quelles sont les idées que cette personne porte, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision des choses. Et souvent, la question du genre n'est vraiment pas quelque chose qui vient en premier lieu, en tout cas. Il y a également une tendance parfois à l'androgynie, ce qui va dans ce sens aussi, c'est ni homme ni femme, c'est cette espèce d'entre-deux. Et ce n'est pas hyper répandu non plus, mais on en voit quand même de plus en plus, tout comme en fait les personnes que nous rencontrons, des jeunes adultes, de plus en plus par contre, qui se questionnent sur leur identité de genre. Et là, on a une prévalence justement des femmes qui s'identifient au genre masculin. Et puis, on peut lire de temps en temps des choses sur le désintérêt pour la sexualité, une sexualité différente. On était, je crois, tous d'accord pour dire qu'effectivement, il peut tout à fait avoir une sexualité, mais qu'effectivement, elle ne sera pas du tout la même que chez une personne neurotypique. Voilà, si on revient juste sur la question du genre dans la recherche, c'est vrai que, par exemple, si on compare les femmes autistes aux femmes non autistes, 66% d'entre elles seulement vont se genrer au féminin,
alors que 87 à 97% des femmes non autistes, elles se genrent au féminin. Donc, on voit que pour celles qui ne se genrent pas au féminin, effectivement, elles se retrouvent plutôt dans le genre masculin ou plutôt dans quelque chose d'assez neutre. Donc, c'est assez variable. Et effectivement, alors pour la sexualité, il y a différentes… On ne va pas trop l'aborder parce que je pense que ça a été déjà abordé dans un autre webinaire, mais on peut retrouver à la fois des points communs, parce que voilà, les personnes autistes peuvent avoir d'intérêt pour la sexualité, mais aussi des différences avec la population générale. Merci. Du coup, on a un petit peu la mission avec mes deux collègues de conclure sur ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà, tout a été à peu près dit. Juste rappeler qu'effectivement, beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas du tout ou peu dans ce profil masculin, si on pouvait dire ça, du TSA, qui est classiquement connu dans la littérature et un peu du grand public, et qui a aussi une méconnaissance même dans le milieu médical professionnel, déjà sur le TSA, mais encore plus sur cette version un peu féminine, ces manifestations du TSA qu'on peut retrouver chez les femmes, voilà, et qu'on a pas mal abordé aujourd'hui. Donc, du coup, tout ça, ça entraîne différentes conséquences, comme on le suppose une errance diagnostique. C'est aussi pour ça que nous, on les reçoit à l'âge adulte et que le diagnostic n'a pas forcément été évoqué auparavant, ou même s'il a pu être évoqué avant, ça a été réfuté et les questionnements ont pu subsister pendant de longues années et ce qui a pu entraîner des souffrances identitaires, comme on a pu le dire au préalable. On peut aussi retrouver des personnes qui se retrouvent du coup dans le déni de leurs difficultés, de leur fonctionnement, et ce qui en fait que ça a pu entraîner aussi un accès aux soins plus compliqué, ou tout du moins avec un délai plus grand. Comme on l'a dit au tout début aussi, un manque de légitimité par rapport à leur fonctionnement, par rapport au diagnostic qu'elles reçoivent après. Une augmentation des comorbidités anxieuses et dépressives et autres également, mais du fait, encore une fois, des stratégies de compensation qui ont pu être mises en place tout au long de leur parcours. Et puis, des non-recours aux droits tout au long justement de ces années où le diagnostic n'a pas été évoqué pour elles. Et juste très vite, effectivement, ce truc de manque de légitimité, c'est assez compliqué. Nous, on le voit dans l'accompagnement des personnes, c'est souvent un gros bloc, c'est-à-dire qu'il y a un gros moment. Pour certaines personnes, ça peut durer vraiment pas mal de temps de se sentir vraiment légitime, et tant que ce n'est pas le cas, c'est difficile en fait d'avancer sur plein d'autres domaines. Et du coup, d'avoir recours aux soins aussi, parce que ne se sentant pas légitimes, elles ont l'impression de piquer la place à quelqu'un qui serait plus en difficulté, alors que les difficultés, elles les ont, mais vu qu'elles ont toujours fait avec et que justement, c'est un peu leur croix tout au long de leur parcours, elles se disent, en fait, je peux très bien continuer comme ça et laisser la place à d'autres personnes. Et c'est vrai que notre travail, c'est aussi de leur faire prendre conscience qu'elles ont le droit, comme toute autre personne, d'avoir recours aux soins. Du coup, vous l'aurez compris, il y a de multiples enjeux avec la reconnaissance du TSA justement au féminin, notamment pour mieux repérer et nommer les choses afin de pouvoir accompagner les personnes qui ont un TSA. On a la chance, c'est vrai, dans notre équipe déjà d'être nombreux et d'avoir la chance de travailler avec Stéphanie en tant que père aidante, qui a pu vraiment nous mettre en lumière et en tout cas focaliser notre attention sur des choses qu'on a entendues en clinique, mais dont on n'avait pas pris toute la mesure ou toute l'importance, notamment en ce qui concerne la question identitaire et le manque de légitimité au diagnostic.
Le débat est actuel, hein. Il s'agit de pouvoir mieux repérer, mieux nommer les choses afin que nous, en tant que soignants, on soit mieux aptes à pouvoir repérer les femmes et soyons ambitieux à pouvoir détecter précocement, justement, diagnostiquer très précocement le TSA afin de diminuer justement l'impact des comorbidités psychiatriques. Le but de tout ça, de mieux reconnaître les particularités du fonctionnement TSA au féminin, c'est de permettre, vous l'aurez compris, une meilleure insertion sociale et professionnelle, un meilleur accès aux droits pour une meilleure autonomie, une reconnaissance et un soutien de l'entourage familial, amical et professionnel. Le masquage, souvent, entraîne un défaut de compréhension de l'entourage. Et c'est vrai que l'identification du diagnostic permet justement de pouvoir mieux engager un dialogue entre les différentes personnes. Tout ceci afin de constituer des leviers du rétablissement. Ce que nous, on considère comme le rétablissement, hein, c'est la définition de Andreessen, Oeds et Capucci en 2003, c'est-à-dire trouver et garder espoir, retrouver une identité positive, bâtir une vie pleine de sens et puis se prendre en main et être maître de sa vie. Et on espère qu'en mobilisant ces leviers du rétablissement, ça puisse constituer de vrais facteurs de protection pour affronter la suite de la vie, la suite des trajectoires des personnes. Enfin, en termes d'accompagnement, on a cette vision que diagnostiquer plus tôt permettrait vraiment d'avoir un impact, une visée préventive sur la qualité de vie, sur la diminution de l'intensité des comorbidités ou de la survenue de comorbidités et de prévention des violences sexuelles dont sont surexposées les femmes. Dans cette dynamique, il faut garder en tête que encore plus chez le TSA féminin, mais ça représente vraiment une diversité de profils et qu'en essayant de retrouver certaines caractéristiques communes, on ne souhaite pas forcément renforcer la stigmatisation ou le défaut de reconnaissance des personnes, mais au contraire, améliorer cette vision très hétérogène des différentes femmes qui ont un TSA. Et enfin, j'insisterai sur ce dernier point, il s'agit de favoriser justement la complémentarité des savoirs pour pouvoir mieux connaître et accompagner en faisant, comme on a essayé de le faire au cours de cette présentation, en alliant d'une part la recherche, d'autre part la clinique, et puis surtout l'expérience des femmes qui sont concernées par un fonctionnement TSA. Voilà. On vous remercie. On va passer à la partie justement des questions. Et tout d'abord, on a reçu en amont un certain nombre de questions. On va essayer de centrer une partie des questions par rapport à notre présentation d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'autisme au féminin. Et une des premières questions sur laquelle on souhaitait répondre, c'était la question du diagnostic chez les femmes. Avant ça, on voulait juste vous remercier parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages aussi qui nous ont été écrits là, du coup, et on voulait remercier les personnes pour ces retours qui étaient très riches aussi. Merci à vous. Alors, du coup, on a eu pas mal de questions vis-à-vis du diagnostic, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet principal, mais on voulait en toucher deux mots sans forcément répondre précisément à une des questions, mais en fait de façon un peu plus globale. On a eu des questions sur comment diagnostiquer le TSA particulièrement chez les femmes ou particulièrement chez les femmes après un certain âge, etc., faciliter l'accès au diagnostic. C'est vrai que c'est compliqué, comme l'a dit Sylvain, déjà il y a pas mal de méconnaissances, donc nous on essaie d'œuvrer déjà par rapport à ça, mais purement de façon très factuelle. Le diagnostic du TSA reste le même en fait chez les femmes que chez les hommes. Les évaluations diagnostiques restent les mêmes. C'est vrai qu'on va se baser essentiellement sur la clinique puisqu'il n'existe pas actuellement de mesures objectives pour pouvoir dire si une personne a un fonctionnement TSA ou pas, quel que soit son âge ou son sexe évidemment. Donc on va un petit peu surtout se baser sur la clinique. Il existe quelques échelles, quelques outils diagnostiques
standardisés qui peuvent être utilisés, qui ne le sont pas toujours parce que certes, parfois, notamment chez l'adulte, il y a des contraintes par rapport à l'âge ou des choses comme ça qui les rendent peu utilisables. Et puis parce qu'ils ont aussi pas mal de limites, on va dire, et notamment dans ces profils-là, chez des femmes avec sont des déficiences intellectuelles et des capacités de camouflage importantes. Forcément, c'est difficile en fait d'utiliser ces échelles. Donc, des fois, on le fait, pas toujours. Mais en tout cas, voilà, on va privilégier la clinique. Et de toute façon, diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme chez une femme à l'âge adulte, ça reste compliqué. On a beaucoup de débats en interne dans le service par rapport aux comorbidités, comme a parlé Sylvain, à la différence au diagnostic différentiel. Des fois, vraiment, on a du mal, en fait, surtout les médecins ont du mal à trancher, parce que ça reste assez fin. Voilà, on fait au mieux. Après, c'est par la multiplicité des regards cliniques et du nombre de rendez-vous qu'on peut avoir avec la personne pour essayer justement de tirer au maximum les caractéristiques qui rapprocheraient d'un fonctionnement TSA par lequel on essaye de répondre à ces particularités de fonctionnement. Et la particularité de poser un diagnostic à l'âge adulte chez des femmes qui ont pu mettre en place des stratégies très performantes pour certaines. Et juste, on a eu une question particulière sur le diagnostic à partir de 60 ans, il me semble. Alors, c'est une question presque à double tranchant, j'ai envie de dire. En fait, je pars du principe qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. De toute façon, la démarche diagnostique, c'est une démarche qui est très personnelle chez tout à chacun. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment important de savoir, d'avoir cette réponse-là, que ce soit pour avoir des aides ou juste pour savoir. Et puis, il y a des personnes qui ne souhaitent pas le faire et qui, au bout d'un moment, disent voilà, moi, j'ai 40, 50 ans, 60 ans, peu importe. C'est plus, voilà, peu m'importe maintenant. Je veux dire, c'est très personnel, en fait. Si c'est important pour la personne, ça vaut toujours la peine de le faire, dans le sens où, voilà, tout ce qui est important pour mieux se sentir, pour le bien-être, peu importe l'âge, c'est important. Après, c'est vrai que plus on avance en âge, plus c'est difficile cliniquement de venir apporter une réponse. Et c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à apporter une réponse, malheureusement. Parce que effectivement, il y a des biais par rapport à l'histoire, au vécu, à la capacité de compensation de camouflage, aux sources d'informations qu'on peut avoir, parce qu'on va notamment interroger l'entourage, et forcément, chez une personne de 60 ans, les parents sont peut-être plus interrogeables, des choses comme ça. Donc, pour nous, le travail va être difficile, mais la démarche peut se faire si c'est important. Je sais pas si vous voulez rajouter. Après, je vais renforcer ce que disent mes collègues, c'est-à-dire que c'est un enjeu, c'est vraiment un exercice diagnostique très compliqué à l'âge adulte. On est finalement déçu par les outils standardisés qui sont utilisés chez l'enfant, qui sont performants. Chez l'adulte, vous l'aurez compris, du fait des capacités de camouflage, de compensation, d'assimilation, on a du mal à pouvoir mettre en évidence les caractéristiques de fonctionnement TSA. À cela s'ajoute, je vais insister encore, mais la question des comorbidités psychiatriques notamment, qui sont parfois plus visibles que le fonctionnement habituel, que le fonctionnement de personnalité, donc qui va rajouter de la confusion, et puis des expériences de vie aussi qui rajoutent une difficulté de compréhension, en tout cas démêler ce qui appartient aux comorbidités psychiatriques, ce qui appartient à la personnalité ou ce qui appartiendrait à un fonctionnement TSA. En tout cas, si vous avez des questions, c'est toujours les mêmes recours extérieurs, c'est-à-dire les centres ressources autisme, les CRA en France, et également les centres experts TSA-SDI. Ils sont disséminés un peu partout en France, mais ça peut déjà être un interlocuteur de premier recours pour un adressage, ou en tout cas un adressage vers des professionnels qui pourraient accompagner dans un premier temps et aussi aider à mettre en évidence des caractéristiques de fonctionnement TSA. C'est pas prêt pour la suite. Alors, on essaie de gérer. Ouais. On essaie, on va
on a essayé de choisir des questions. Alors, bien sûr, on ne pourra pas tout traiter, mais on a essayé de choisir des questions pour répondre quand même dans les grands champs de vos interrogations. Il y avait des questions qui étaient relatives au burn-out, comment se reconstruire, comment être soi en évitant les stratégies de camouflage, donc finalement sur la partie qu'on n'a pas forcément eu le temps de développer ici. Le temps est limité, mais ce qui est certain, ce que j'aurais tendance à dire, que pour refaire le lien avec le thème qui nous occupe là aujourd'hui, c'est que finalement le thème de l'identité, il est majeur parce que finalement, s'il n'est pas traité, il va être vite un verrou en fait. J'essaie de m'expliquer, c'est par exemple si la personne a un diagnostic et que finalement elle passe assez vite par contre sur des choses qui sont assez concrètes, par exemple comme un atelier, je ne sais pas, un groupe sur les habilités sociales. Le risque, c'est que en fait, la personne ne se sente pas forcément respectée dans sa particularité. Le risque, c'est que peut-être ça arrive un peu tôt parce que le travail sur l'identité n'a pas été achevé. C'est-à-dire que concrètement, on va peut-être dire à la personne, ben voilà, alors c'est pas fait comme ça, hein, donc nous on a des ateliers plutôt d'éducation thérapeutique. Mais finalement, au bout du bout, on explique que dans certains cas, c'est peut-être plus facile pour autrui si on s'exprime de cette façon, qu'on fait attention aux attentes aussi des autres, etc. Mais en même temps, ça peut être assez mal vécu si ce travail sur l'identité n'a pas été fait, parce que les personnes peuvent très bien dire, grosso modo, oui, je vais me conformer à tout ce que vous me dites, mais je suis un bon petit soldat, mais au fond de chez moi, en fait, je souffre énormément. Je souffre énormément parce qu'effectivement, je fais ce qu'on attend de moi, je le fais. Mais en fait, ça n'arrange pas le fait que moi, je me sens très dégradée dans mon identité, que je me sens en fait un peu comme un petit soldat. Oui, je sais bien exécuter les ordres, mais la détresse intérieure, elle est là en fait. L'avantage de travailler un petit peu dans le contraire, c'est-à-dire de prendre vraiment le temps d'investir cette question, ça pourrait se faire en plusieurs étapes. Ce serait de se dire, le diagnostic a été annoncé, de voir dans un premier temps finalement qu'est-ce que ça change à la lumière de cette information, c'est-à-dire revisiter souvent le passé. Détricoter, c'est un peu comme un pull, hein, c'est détricoter les mailles d'un pull petit à petit, mais à la lumière finalement d'une nouvelle information qu'on n'avait pas. Donc aller à la recherche de soi. Moi je dis souvent, pour moi le but c'est d'être soi autrement, c'est-à-dire c'est de ne rien changer dans tout ce qui va concerner nos valeurs, ce qui fait sens pour nous, mais autrement dans le sens où on a appris finalement que notre fonctionnement n'était pas forcément le même que tout le monde et que le prendre en compte autant dans nos besoins mais aussi que dans nos ressources, c'est un peu la clé, quoi. Donc, c'est réapprendre à vivre, des fois un peu tardivement, avec une nouvelle information et en prenant soin de soi, en essayant de respecter ce fonctionnement au lieu d'aller à rebrousse-poil de ce fonctionnement-là. Donc, il y a tout un processus en fait, de travail sur l'identité. J'avoue qu'en père aidant, ça fait 90%. Ça, la gestion des ressources, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 90% des accompagnements que je peux faire. Et c'est vrai que peut-être sur ces questions, l'accompagnement sous le prisme expérientiel et apporte peut-être quelque chose, fait avancer peut-être un peu les choses, alors que sur d'autres thèmes, ce sera plutôt, on va dire, un apport plus théorique qui pourra faire avancer la personne. Mais en tout cas, je pense que ce n'est jamais une bonne solution de faire l'économie, ce travail sur l'identité. Donc, ça peut être très long, ça dépend vraiment des personnes, il n'y a pas un parcours unique, il n'y a pas une durée minimale. Tant que la personne aussi est en colère, en fait, ça montre également que ce travail est nécessaire et qu'ensuite, ce travail pourra, une fois achevé, jamais tout à fait achevé, hein, les problèmes identitaires peuvent s'étaler sur plusieurs années, mais en tout cas, ils peuvent à un certain moment laisser la place à autre chose pour pouvoir aborder d'autres sujets, par exemple les interactions sociales, la gestion des ressources, etc. etc. Également, dans ce travail sur l'identité, il faut aussi questionner la volonté ou pas d'entamer un processus de changement. Le processus de changement, il est très conditionné justement par ce travail sur l'identité. Plus celui-ci sera avancé, plus effectivement la personne sera à même de se poser la question, de se dire mais finalement, est-ce que je souhaite ou pas un changement par rapport à la situation que j'ai vécue ou que je vis au quotidien. Donc ça aussi, un petit peu précipiter la personne à vouloir se positionner sur un processus ou pas de changement, voilà, ça peut être un peu dommage tant que ce travail sur l'identité n'est pas accompli. Voilà, c'est un peu le retour, on ne va pas pouvoir forcément détailler plus longtemps, mais c'est un peu le retour qu'on pourrait faire à cette question.
Moi, donc il y avait des questions. Alors, il y a une question qui est revenue dans les questions qu'il y avait avant, puis je vais essayer de prendre quelques questions au vol auxquelles je peux répondre. Mais il y avait notamment une question sur pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes autistes. Donc ça, on n'a pas encore toutes les réponses à ce sujet, mais en fait, il semblerait quand même qu'effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes autistes, même si on prend en compte le sous-diagnostic féminin, qui est de moins en moins un sous-diagnostic. Et donc, les raisons pour lesquelles il y aurait plus d'hommes que de femmes autistes, donc au niveau biologique, il y a plusieurs explications qui se situent à la fois au niveau des aspects hormonaux, des aspects génétiques, de certains aspects environnementaux et de l'interaction entre ces facteurs. Alors, je ne vais pas pouvoir trop détailler ici parce qu'on rentrerait dans des aspects biologiques un petit peu compliqués, surtout sans support visuel, mais notamment au niveau hormonal, enfin, il y a quand même... on a quand même montré une corrélation entre les troubles du spectre de l'autisme avec certains taux de testostérone fœtal. Et donc, les filles, il y en a moins chez les filles. Donc, ça va pouvoir apporter une explication, mais c'est l'interaction de ça avec d'autres facteurs. Et il n'y a pas que ça, il n'y a vraiment pas que ça. Et c'est l'interaction de ça avec d'autres facteurs qui peut expliquer, enfin, par exemple, avec l'interaction de ça avec certains facteurs génétiques va faire que les filles vont développer certains types de comportements et les garçons d'autres types de comportements qui seront donc peut-être plus associés à l'autisme. Donc ça, c'est, je pense, une question qui va être encore beaucoup recherchée à l'avenir. Je voulais aussi répondre à une personne qui parlait des outils de dépistage du camouflage. C'est vrai qu'il y a le 4Q qui a été développé et qui est en langue anglaise et qu'il est possible de traduire. Mais après, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de réserves encore sur cette histoire de camouflage. Donc, je pense qu'il y aura d'autres choses. Ça peut être intéressant de le traduire. Je pense qu'après, ça, les cliniciens font en fonction de leurs besoins aussi. Après, je pense que ça peut être mis en avant sans forcément une échelle spécifique. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de recherches qui doivent être faites à ce niveau avant de bien valider un questionnaire sur le sujet. Puis, il y a toujours la question du fait que c'est un auto-questionnaire et donc les auto-questionnaires ont quand même un certain nombre de limites puisque ça peut être assez subjectif. Et puis, il y avait des personnes qui demandaient si est-ce qu'on peut être hypersensible et non autiste. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, l'hypersensibilité, ce n'est pas un diagnostic clinique ou psychiatrique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent être hypersensibles et non autistes. Et là, souvent, il y a plein de caractéristiques qu'on peut retrouver chez des personnes non autistes et ce n'est pas ces caractéristiques qui font le diagnostic. Ça, c'est l'équipe, c'est les professionnels cliniciens ensemble qui vont pouvoir déterminer s'il y a autisme ou non en fonction de l'ensemble des éléments qu'ils auront sur la vie de la personne, etc., comme ça vous a été expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. On approche voilà. de la fin. Donc, désolée, on ne peut vraiment pas répondre à toutes les questions. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. On est obligé de sélectionner plutôt en fonction de ce qu'on a présenté. Certains parlaient des intérêts qui n'ont pas beaucoup été détaillés, etc. Après, il y a d'autres choses que vous pouvez retrouver dans d'autres webinaires ou dans d'autres choses en ligne, dans d'autres documents. Bien sûr qu'on ne peut pas détailler tout en 1h30. Voilà. Mais on vous remercie, on espère que ça a été, que ça vous a apporté. Et voilà, je laisse ma parole à mes collègues s'ils veulent rajouter quelque chose. Moi, en tant que médecin psychiatre, j'insisterai sur la présence des comorbidités somatiques, bien que je sois psychiatre somatique. On sait qu'elles sont sous-diagnostiquées, mais qu'elles ont un impact vraiment fonctionnel en termes de fatigabilité et d'épuisement. Ces diagnostics, ces comorbidités somatiques sont souvent difficiles tout de même à diagnostiquer, mais d'avoir la vigilance
de pouvoir les rechercher, d'avoir recours à des spécialistes pour pouvoir les rechercher. Et puis également la question des comorbidités psychiatriques, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des addictions, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil. Déjà de les prendre en charge de manière, on va dire, non spécifique, permet vraiment d'améliorer la qualité de vie des personnes, de parfois récupérer en termes de ressources, pouvoir diminuer l'épuisement et pouvoir se concentrer après sur des aménagements, le développement de stratégies autres. Et un dernier point aussi, une vigilance sur laquelle on insiste, c'est que les stratégies de camouflage et de compensation ne sont pas spécifiques finalement du TSA. On pense qu'elles sont suremployées dans le TSA, mais certaines de ces stratégies, on peut les retrouver parmi les personnes neurotypiques. Je ne sais pas si vous vouliez finir avec... Bon. Eh ben, il nous reste à vous remercier. Peut-être Madame Illich, je ne sais pas si vous souhaitez dire. Je vais dire un dernier mot, merci. Je voudrais remercier infiniment les intervenants pour ce moment très riche que vous nous avez offert. Remercier aussi les participantes qui ont partagé leur expérience tout du long et qui ont pu échanger et apprendre beaucoup de choses. Juste un petit mot parce que c'est beaucoup revenu dans le chat. Le replay et le PowerPoint seront mis à disposition sur le site du GNCRA. On m'a aussi beaucoup demandé une bibliographie. Ça, je vais voir avec les intervenants ce qu'il est possible de faire. Je ne me suis pas engagée dessus. Mais voilà, je voulais remercier tout le monde et vous pourrez bien sûr revoir ce webinaire sur le site du GNCRA. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.